La cellule de crise est formée à l'Elysée, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Emmanuel Macron a réuni ses chefs d'état-major. Vous l'avez rappelé, le Charles de Gaulle vient d'être coulé par 4 missiles hypersoniques chinois au large de Taïwan, alors qu'il venait tout juste d'être déployé. La France, aux côtés des États-Unis, s'apprêterait à déclarer officiellement la guerre à la Chine. À l'aide d'une quarantaine de chercheurs, diplomates, généraux et anciens membres des services de renseignement, l'Express a élaboré plusieurs hypothèses crédibles entraînant une réponse militaire française, des scénarios noirs qui recoupent ceux sur lesquels l'armée française travaille déjà et sur lesquels elle se prépare. Nous avons appelé celui-ci 2026, le Charles de Gaulle coulé par la Chine au large de Taïwan. Taïwan dès aujourd'hui, c'est une priorité pour le régime chinois, et parvenir à la réunification de Taïwan avec le continent est présenté depuis le dernier livre blanc d'août 2022 comme la mission historique du parti. Le terme de réunification évidemment pose problème puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Et ce que ça signifie, c'est que Pékin s'autorise tous les moyens pour prendre in fine le contrôle de l'île de Taïwan, y compris par des moyens non pacifiques comme ils le disent eux-mêmes. 但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 Si la Chine veut devenir une grande puissance, il faut qu'elle puisse se déployer, et notamment se déployer par les mers. Et quand on regarde la carte, on voit bien qu'elle est bloquée par la première chaîne d'îles, qui va du Japon, la Corée, le Japon, Taïwan, les Philippines, toute l'Asie du Sud-Est. Donc l'accès à la haute mer est pour elle problématique. Donc stratégiquement, c'est vital pour Xi Jinping et pour la Chine. C'est pas simplement du nationalisme, et même si, une fois encore, ça a beaucoup d'importance. Pendant plusieurs décennies, le développement économique était le fondement de la légitimité du Parti communiste. Or, la croissance ralentit, il faut trouver de nouvelles sources de légitimité, et cela fait déjà plusieurs années que le nationalisme est utilisé de plus en plus par le régime comme un outil de légitimation. Et donc, imaginer un conflit dans le détroit de Taïwan à des fins de politique intérieure n'est pas à exclure. Par contre, il faut inclure la variable du coût et la variable du risque, et ça, évidemment, ça pèse dans l'équation finale de décision des dirigeants chinois. Janvier 2026. Après plusieurs semaines de tension, les systèmes de surveillance taïwanais sont en alerte. Un destroyer et une dizaine de frégates chinoises s'approchent de l'île et l'encerclent lentement. Au même instant, dans une rare allocution télévisée, Xi Jinping déclare vouloir mettre un terme aux provocations de Taïwan et aux ingérences sur son territoire. Un blocus prend forme, mais les États-Unis réagissent immédiatement et dépêchent un groupe aéronaval. Alors, il ne faut pas sous-estimer les capacités taïwanaises et la résilience des Taïwanais, notamment en matière de renseignement. Les Taïwanais ont des réseaux en Chine qui leur permettent d'avoir des informations extrêmement utiles. Et puis l'armée taïwanaise, bien qu'ayant des capacités limitées, a des capacités modernes, notamment en termes de missiles anti-navires, par exemple. Par contre, ce qui est clair, c'est que le facteur temps serait primordial du côté de Taïwan, puisque la stratégie chinoise viserait à isoler, puis à étrangler Taïwan, ce que la Russie n'a pas pu faire en Ukraine. Tout se jouerait donc en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines, et ça, les Taïwanais s'y préparent. Taiwan's annual military drills have begun, this year simulating a response to a possible attack by mainland China. The week-long exercises... Le rapport de force maritime, les actions de dissuasion mutuelle à partir de frégates, dans un espace aussi restreint que la mer de Chine, ça peut arriver dans la phase préliminaire, avant le conflit. Avant le conflit, il y aurait certainement une stratégie de gesticulation, alors le mot est un peu péjoratif alors que ça n'est pas du tout, qui vise à démontrer sa volonté, à passer des signaux politiques pour dire soit dégage de là, c'est ce que diraient les Chinois, soit arrête ton opération, tu n'as aucune chance de la gagner car je serai là. Voilà. Donc ça dure un temps. À partir du moment où les premiers missiles sont en l'air, là, il
n'y aura plus de bateaux dans la zone, soit ils seront coulés pour ceux qui seront là, et donc justement on ne mettra certainement pas des bateaux de très haute valeur dans cette phase de gesticulatoire, si je puis dire. En revanche, soit ces bateaux seront coulés, les frégates seront coulées, soit elles seront dégagées et elles se mettront en position de combat. Et dans ces cas-là, le combat de haute mer, le combat pour les bateaux de guerre, c'est dans la haute mer, parce que c'est là qu'on se dilue, c'est là qu'on est moins facilement décelable, pistable, ciblable, et donc on n'est pas invulnérable, personne ne l'est, mais beaucoup moins vulnérable. Au large de Taïwan, l'engrenage militaire commence. Un patrouilleur américain se fait tirer dessus par un destroyer chinois, un autre navire réplique, bilan 25 morts côté chinois et 12 côté américain. Alors historiquement, il y a eu un conflit entre la Chine et les États-Unis où des soldats des deux côtés sont morts. C'était, il faut se rappeler, au tout début des années 50, pendant la guerre de Corée. Mais il n'y a pas eu en tant que tel d'affrontement direct entre les deux pays. On entrerait donc dans une période totalement inconnue, avec également une inconnue importante sur les capacités militaires réelles de la Chine. La Chine et ses armées ont peu d'expérience. Elles n'ont pas participé à une opération militaire majeure depuis la guerre au Vietnam, avec le Vietnam en 1979. On est dans une zone très grise. On peut penser que les Américains ont une supériorité en termes d'expérience, en termes de capacité de déploiement, mais c'est compensé par le fait que les Chinois sont évidemment très proches de chez eux, alors que les Américains sont très loin, donc il y a un problème d'élongation pour les États-Unis. Et quantitativement, la Chine est un pays continent avec 1 milliard d'êtres humains, des millions de soldats, donc une capacité de résistance aux pertes certainement largement supérieure à celle des États-Unis. Et donc finalement, c'est vraiment une zone grise. Il est très difficile de faire des prédictions sur ce qui se passerait militairement dans cette zone. Les Américains demandent rapidement à la France de s'engager militairement à leur côté. À l'Élysée, Emmanuel Macron consulte longuement ses ministres et ses généraux sur la conduite à adopter. Les oppositions sont partagées entre le soutien naturel à apporter à la démocratie taïwanaise et la méfiance envers un conflit qui ne nous concerne pas. Si les Américains étaient impliqués, il y aurait de fait un appel à la solidarité de la part des Américains envers leurs alliés, qu'ils soient en Indo-Pacifique. On pense évidemment au Japon, à la Corée du Sud, à l'Australie, mais aussi en Europe. Dans ce cadre-là, l'objectif clé de la Chine, ce serait de dissuader tous les alliés et les partenaires des États-Unis de s'impliquer dans ce conflit, que ce soit de façon directe et indirecte, et la Chine multiplierait les menaces en utilisant tout un éventail de mesures, non seulement des mesures d'intimidation militaire, mais aussi d'autres leviers, notamment des leviers économiques, la menace notamment de rupture des chaînes de valeur en Europe pour peser sur le calcul des dirigeants européens. Je pense que la France se poserait la question de façon très sérieuse d'être à côté, ou en tout cas pas très loin des Américains dans cette opération. Alors le soutien le plus lointain, ça serait un soutien en quelque sorte de renseignement. L'étape d'après, c'est une participation à distance aux opérations. L'escorte de convois avec des frégates, vous voyez, donc pas trop près du théâtre d'opération, mais quand même dans une zone de risque. L'étape d'après, c'est une participation à des frappes ponctuelles à distance, qui peut être faite soit à partir de missiles portés par nos frégates, des missiles de croisière, soit à partir de sous-marins, soit à partir du porte-avions. Ce serait un geste politique encore plus fort, puisque là on sort le porte-avions. Mes chers compatriotes. Dans une allocution télévisée, le président français annonce finalement le déploiement du Charles de Gaulle. Après avoir servi dans plusieurs conflits majeurs, comme en Afghanistan, en Irak ou en Libye, l'unique porte-avions français se positionne avec 2000 marins à bord. Il faut que le président, dans ces cas-là, ait parfaitement conscience des enjeux, des risques qu'il prend. On parle de haute intensité pour la guerre en Ukraine, mais là on serait dans la super haute intensité. Et donc pour une armée comme l'armée française, c'est clair qu'on serait embarqué dans une aventure d'une autre nature que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Un calme inquiétant s'empare pendant plusieurs jours du détroit de Taïwan qui n'a jamais connu une telle présence militaire de son histoire, quand soudain, 4 missiles hypersoniques chinois percutent le flanc bâbord du Charles de Gaulle, le fleuron de la marine française sombre en mer de Chine après seulement 25 années de service. Le lendemain matin, à la radio, on entend un à un les noms des marins disparus. La presse
anticipe une déclaration de guerre dans les 24 heures. Il y a quand même un effet toboggan qu'il faut avoir en tête. Quand on commence à employer la violence, alors elle appelle la violence, évidemment, et la maîtrise est toujours compliquée. Clausewitz l'avait très bien écrit. On ne peut pas sortir du jeu, ou alors on est des cibles, et puis on accepte d'être une cible à la merci des autres, et on ne peut pas non plus y aller les yeux fermés. On est obligé de réfléchir en amont pour équilibrer à chaque fois le rapport de force, l'emploi de la force, et en même temps la diplomatie, la politique, pour ne pas se laisser embarquer là où on ne veut pas être embarqué. Aujourd'hui, la Chine, ça reste un partenaire, mais c'est aussi un compétiteur et c'est un rival, de plus en plus. Ça, il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire arrêter du jour au lendemain l'ensemble des coopérations et des projets avec la Chine, mais c'est accroître notre résilience en réduisant notamment notre dépendance à la Chine. L'objectif pour la France est de démontrer par contre son engagement à maintenir un Indo-Pacifique régulé par des règles, et puis à démontrer sa capacité de projection de force. La France, bien qu'acteur militaire limité en Indo-Pacifique, n'en demeure pas moins, contrairement à l'Allemagne, à l'Italie ou à la Pologne, un acteur militaire de l'Indo-Pacifique.